Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de Bitcoin et d'Ethereum et puis en fin de vidéo on va également parler de Terra Luna et des nouvelles choses qui sont en train de se développer. Il y a un gars sur Twitter qui s'appelle Fatman Terra qui donne des informations qui sont assez utiles et dernièrement il commence à poster certains threads qui ressemblent un peu à une série Netflix, hein. Donc pour moi c'est un peu mon must-read du moment. Et je vais vous faire un petit résumé histoire que vous soyez également au courant. Alors on va commencer par BTC. Honnêtement, il faut rappeler que on a été corrélé pendant tout un moment avec BTC par rapport au marché classique. Donc est-ce qu'on est encore en train de continuer? Honnêtement, c'est une bonne question. Mais il faut se rappeler que si maintenant le SP500 et le Nasdaq commencent à et dégueuler, et ben BTC risque très probablement de suivre la tendance. Donc tout ce que je veux dire là aujourd'hui, là, c'est à prendre avec des pincettes. Euh, alors, je vais d'abord parler du mensuel, parce qu'on a bientôt la clôture, alors c'est dans une semaine, donc il reste encore le temps, mais je suis assez curieux de voir si au cours de la semaine qui arrive, et ce serait pas impossible, on n'aurait pas un petit pump qui pourrait se mettre en place, et si on arrive à clôturer aux alentours des 35 000, 30, même 34, ça pourrait être assez intéressant, parce qu'à partir de ce moment-là, on se retrouverait dans une situation où, bon, on a ce support ici en mensuel, alors la clôture, en fonction des échanges, sera peut-être un peu différente, mais on pourrait se situer dans une situation inverse à ce qu'on avait eu au mois d'octobre de l'année passée. Dans le sens où ça, ce serait éventuellement, je dis éventuellement parce que c'est hautement spéculatif et il faudra attendre, euh, une, euh, une, euh, une excursion en dehors du range. Et là, en fait, on récupère le range et peut-être qu'on peut à nouveau se trader. Je pense pas qu'on va venir faire un truc comme ça, mais potentiellement un truc qui ressemblerait davantage à une consolidation dans la partie basse du range pour ensuite aller vers quelque chose de plus intéressant. Et me dites pas, me faites pas dire ce que j'ai pas dit dans le sens où je pense pas qu'on va y aller en une seule fois dans ce sens-là. Et même si, je veux dire, par rapport à ce que je dessine ici, quand je parle de consolidation, vous voyez en termes de timeline où est-ce que ça nous emmène. Ça nous emmène déjà à du 2023. Donc il va falloir prendre les choses à leur rythme. Et je crois que la semaine passée, vous avez parlé de cette idée que voilà, il reste encore pas mal de temps avant le prochain halving. Et ce que je voudrais voir, c'est même qu'on arrive à créer une structure qui, avant le halving, nous emmène vers des plus hauts et qu'il ne faille pas attendre le halving en lui-même. Bref, ça c'est une chose que j'aurais voulu que je veux voir au cours de la semaine, hein. Donc c'est qu'on arrive à, on va dire, clôturer aussi proche des 35 000 que possible. Et si on arrive à faire ça, peut-être qu'on aura une déviation avec formation et tout ça. En mensuel, enfin, en hebdo, pardon, j'ai pas grand chose à ajouter. Ceci dit, je veux quand même vous montrer trois choses que je trouve très intéressantes par rapport à des indicateurs en hebdo. Donc la première, c'est tout simplement la moving average à 200, où à chaque fois on est venu la taper et que ça a été en fait le bottom, donc que ce soit le cas en 2015, en 2019 et bon, même par rapport au crash de 2020. On peut voir qu'on est venu le taper. Est-ce que c'est pour ça qu'on va venir encore la taper? Non, pas forcément. Et d'autant plus que la moving average, elle va bouger avec les prix. Et si on commence à faire une consolidation davantage dans la partie inférieure du range, entre 30 et 40K, eh ben on pourrait venir la taper simplement sur un retouch à 30K. Donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit et n'allez pas croire non plus qu'on va aller taper les 21K. C'est pas quelque chose qui est à exclure, mais dans tous les cas, si on vient taper cette moyenne mobile, eh ben, je trouve que ça pourrait être un bail intéressant. Historiquement, bah, ça a prouvé que c'était pas le pire des bails en soi. Euh, Deuxième chose que je trouve intéressante aussi, c'est la ceinture d'astéroïdes. Alors, c'est quelque chose que j'ai déjà sorti pas mal de fois, et à ce niveau-là, pourquoi est-ce que je la ressors? C'est un indicateur qui est propriétaire, donc vous ne pouvez pas l'utiliser normalement, sauf si vous allez sur le site de Spaceman. Je vais simplement vous le montrer pour une seule raison, c'est en fait, vous avez la ceinture, donc vous pouvez voir qu'elle est en rouge et en vert. Ce qui m'intéresse en fait ici, c'est la sortie de la ceinture. Donc généralement, là on est en hebdo, hein, donc on est sur une échelle de temps qui est assez grande. Spaceman l'utilise davantage pour du trading intraday, bref, c'est pas important. Ce que je trouve intéressant, c'est davantage la sortie de la ceinture, c'est-à-dire que
typiquement lorsqu'on est en vert et qu'on est au-dessus de la ceinture, donc là on peut voir qu'on est à l'intérieur de la ceinture mais qu'on est au-dessus, eh ben on est vraiment dans les parties de bull market, donc que ce soit ici à partir de 2016 et ici à partir de 2020. Étonnamment, bah oui, ça correspond à l'après-halving, bref. Mais d'un point de vue technique, on peut voir comment est-ce qu'une fois qu'on est au-dessus de la ceinture, on est parti sur quelque chose d'intéressant. Une fois qu'on réintègre, on est parti pour éventuellement une période de chop. Alors, il peut y avoir des mouvements qui sont certes pas inintéressants, mais d'un point de vue, je vous rappelle que bon, c'était 200%, mais d'un point de vue trading, alt, tout ça, investissement, c'était pas forcément la meilleure manière de s'occuper d'occuper en fait ses actifs, ses allocations d'actifs au sein du marché. Donc dans le sens où bah, si vous prenez position tout simplement ici et que vous ridez toute la tendance, bah, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus simple à trader, et ici c'est beaucoup de chop, et c'est assez compliqué. Donc là on a réintégré la ceinture, donc si j'en parle c'est à cause de ça, il faudra attendre éventuellement une sortie de la ceinture pour se dire hey, on part sur quelque chose éventuellement de très bullish. Donc ça voudrait dire attendre éventuellement une sortie de la ceinture, c'est pas pour tout de suite, mais la seule raison pour laquelle je sors en fait cet indicateur, c'est simplement pour vous dire que d'un point de vue timing, ça risque de prendre du temps avant de ressortir de la ceinture. Donc ça rejoint encore l'idée de voilà, peut-être qu'il faudra encore attendre 2023, peut-être un peu plus, qui sait, avant de repartir sur quelque chose de boule, donc soyez patient. Ça rejoint aussi le point de ce que j'avais dit la semaine passée par rapport à la temporalité. On peut voir que par rapport à un cycle de halving, on est encore à la moitié, donc il n'est pas impossible qu'il faille attendre encore un certain temps. Et le petit dernier, bah, c'est Ichimoku, c'est la même idée. Donc là, je vous ai sorti simplement le nuage. Donc typiquement, c'est bull market, c'est quand on est le nuage est en vert et qu'on est au-dessus du nuage. Bah, c'est un peu la même chose que l'indicateur de Spaceman finalement. C'est on est au-dessus du nuage, c'est super, on a une super tendance. Et quand on est soit à l'intérieur du nuage ou en dessous du nuage, bah c'est pas le moment où est-ce que vous voulez être le plus bullish qui soit. Alors c'est pas pour ça que c'est pas le bottom ici, mais ce genre d'indicateur, c'est pas fait pour attraper les bottoms, c'est simplement pour vous dire, ok, on a une tendance qui se met en route, et c'est pas inintéressant d'avoir des allocations d'actifs qui soient beaucoup plus grandes lorsqu'on est ici que lorsqu'on est dans ce chop immonde ici, enfin, que ce soit en dessous du nuage ou dans le nuage, etc. Donc, ouais. Éventuellement ici on a un piège, mais bon, j'ai pas dit que c'était un indicateur qui était infaillible, j'ai tout simplement dit que pour prendre des positions qui sont allouées avec une taille plus grande, eh ben, il faudra au moins attendre qu'on soit qu'on soit au-dessus du nuage, et là pour le moment c'est pas le cas, et tout ça c'est encore pour rappeler en termes de temporalité qu'on est peut-être parti sur encore plusieurs mois de chop. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est pour ça que je vous ai sorti les indicateurs. C'est pas pour vous dire de ne pas acheter ou autre. De toute façon, vous êtes libre enfin, vous faites vos propres choix. Et je vais parler de BTC en daily. Maintenant, en daily, on a un truc qui se met en route. Hein. On a un début de rounding top, un rounding bottom. Donc là où est-ce qu'on a une target en daily, c'est les 35K, qui est également ce dont je viens de parler par rapport au mensuel, si on arrive à faire un pump et qu'on arrive en fait à clôturer aux alentours des 35, et eh ben ça peut être pas mal d'un point de vue mensuel. Après, le mensuel, c'est une échelle de temps, bah, ça prend 30 jours, donc c'est assez énorme, 30 jours de trading, parce qu'il peut se passer des choses. Et c'est pas pour ça qu'on va pas faire un truc du genre hops, qu'on va vraiment continuer à ranger. Ça reste également une possibilité, mais qu'au bout du mois, eh ben, on ait une chandelle qui se termine dans le vert. Donc ça pourrait être un truc comme ça. Donc c'est pas parce qu'on arrive à clôturer en 35K qu'il faut commencer à ape. Honnêtement, le moment pour ape, et c'est pour ça aussi que je vous ai sorti ces différents indicateurs, c'est que acheter les dips, c'est beaucoup plus simple quand on est dans tout ça ici. Quand on est ici, et quand on est ici, donc quand on est au-dessus du nuage, quand on est au-dessus de la ceinture d'astéroïdes, etc. Quand on est ici, bah, c'est des allocations qui doivent se faire de manière beaucoup plus assurée, et des prises de position qui sont plus petites également. Donc voilà. D'un point de vue trading, pour moi, je crois que j'en ai parlé la semaine passée, j'ai dû effacer la ligne, mais pour moi ça reste la zone où vous voulez éventuellement prendre des shorts. Donc 37 à 40K avec le stop qui se met véritablement ici. Et pour rappel, bah, le S&P est dans... Enfin,
la situation macro globale reste assez compliquée. Donc je m'attends à ce qu'on continue tout simplement à au moins ranger, voire se dire que on est toujours en continuation de downtrend ici. Donc ce que je préférais, c'est bien sûr qu'on range, mais dans tous les cas, prendre un short dans cette zone ici, c'est ma zone préférée pour prendre un short. Et je vais sortir le 4 heures vraiment. Ici, on peut voir davantage sur le 4 heures. Ça, je vais effacer. On peut voir que là, on a quelque chose qui vraiment se met en place. Alors, première target, une fois qu'on sort d'ici, ça va pas être énorme. Hein. C'est simplement c'est ça ici. Là, on risque d'avoir une réaction. Alors, est-ce qu'on a une réaction qui se fait comme ça et en fait on arrive à 35K, ou bien on a un rejet? Honnêtement, c'est compliqué à dire. On pourrait totalement se trader à nouveau entre ces deux bornes, c'est-à-dire revisiter à nouveau les 28K avant de remonter. Et je crois que ouais, j'ai pas. C'est tout ce que j'ai à dire sur BTC. Je m'attends à un bounce qui probablement s'apparentera davantage à un dead cat bounce qu'un gros pump. Mais idéalement, on arrive vers 35 voire 37. Avec toujours en faisant attention. Pour moi, un vrai stop, si vous voulez shorter ça ici, c'est ça. Donc vous pouvez mettre le stop ici au-dessus. Avec une prise de profit qui certainement se fera ici. Mais si jamais on commence à dégueuler de manière assez hard sur BTC, vous aurez une position qui pourra vous emmener qui sait à combien. Donc voilà, ça c'est une chose. Et enfin même ça fait même pas un trade qui est super énorme, hein. Ça fait un trade à 3.5 R. Donc si on commence à se trader ici et que vous arrivez à descendre votre niveau de stop, ça pourrait grandement influencer aussi vos gains. Ethereum contre BTC. Alors j'ai pris position la semaine passée, je vous l'avais dit, hein, j'ai changé du BTC contre de l'ETH. Et j'étais un peu en mode, je sais pas si j'ai fait une bonne décision. Enfin déjà tous ceux qui ont pris une position après moi, ils ont une meilleure entrée. Donc là j'attends. Honnêtement, c'est un truc qui se fait clairement en daily, basé sur structure de marché et sur cette espèce de truc qui est en train de se former. Et j'espère que ça va se former, on verra bien. Donc je suis toujours en attente là-dessus. Et ce que j'espère, c'est vraiment qu'on ait Ethereum qui commence à faire une surperformance, qu'à partir de ce moment-là, on ait ensuite une grosse retrace. Je m'attends pas forcément à ce qu'on ait un flippening, pas au cours de ce cycle-ci en tout cas, mais on pourrait avoir un truc qui pourrait vraiment pas être inintéressant. Est-ce qu'on va aller aussi haut que les points 12? Déjà je pense qu'au point 10 ça risque de pas mal spéculer, avec des gens qui vont dire ouais voilà, Ethereum c'est parti, c'est le sauveur du marché, et en fait on aura une grosse retrace qui va être, je sais pas, en fonction d'où est-ce qu'on monte, une retrace qui pourrait être assez conséquente et qui va calmer un peu tout le monde. Enfin, quoique ça, comme retrace, c'est pas énorme, hein, ça fait que 30%. Mais mon avis personnel aussi, c'est qu'au bout d'un moment, après un excès de volat, on va avoir un peu de chop et ensuite venir se retrader à nouveau ici. C'est mon avis personnel, je peux me tromper et on verra bien. Mais d'un point de vue cyclique, ce serait... D'ailleurs, gros merci à... je sais plus qui c'est qui m'avait dit cyclicalité, ça se dit pas, on dit cyclicité. Et je suis désolé. C'est parce que je passe beaucoup trop de temps sur des plateformes anglophones. Donc Ethereum contre USDT, contre USD, un peu comme sur BTC, on s'attend à avoir une espèce de bounce, idéalement dans cette zone là, qui est éventuellement la zone en fait où vous voulez prendre des shorts. Et vraiment le stop c'est 2006 quoi. Vous voulez pas voir, enfin vous voulez justement voir qu'on récupère ça, parce que moi j'ai encore de l'Ether, et à partir de ce moment là c'est potentiellement ce genre de trading que vous allez voir. Mais je m'attends pas à ça non plus sur ETH, je m'attends davantage
à une espèce de bounce, puis de retrace où il y a encore énormément de gens qui vont passer super bear ici, et peut-être à raison, mais où on pourrait également avoir, après cette consolidation justement, et où il y a énormément de gens qui sont bear ici, qui vont shorter, un short squeeze qui pourrait être intéressant, et qui pourrait nous emmener du coup à nouveau entre ces deux valeurs. Voilà, ça c'est tout ce que j'avais à dire, c'était assez long, et je parlais vite fait de Fatman Terra. Alors, pour ceux qui avaient des fonds enfin qui avaient du Luna ou du UST, il faut savoir que il y a une proposition, enfin qui a été, je pense, acceptée, parce qu'il y a un snapshot qui va être fait le 27 mai, donc c'est dans quelques jours, qui va créer en fait Terra Luna 2. Donc, il va y avoir une distribution en fait de tous ces Terra Luna avec 30% pour la community pool, 35% pour les holders de Luna pré-attaque, donc ça veut dire à date du 7 mai. Si vous avez du Luna maintenant, bah, ça vous sert à rien du tout. Si vous avez accès à 10% en fait de la pool. Après 10%, je sais pas où est-ce que ça va vous emmener. Il y a 10% pour les holders de AUST pré-attaque et 15% post-attaque. Alors, ça c'est simplement une petite info de Fatman que je trouve bonne à savoir. Et ce qu'il dit aussi, c'est alors ils disent qu'il y a trois différentes choses qui vont se passer pour les holders du UST. La première chose, c'est un petit refund de la part de la Luna Foundation Guard. Alors, je sais pas à quel point est-ce que ça va s'effectuer. Je suis désolé, je parlais un peu loin du micro. Je sais pas comment ça va s'effectuer, mais bah, j'espère que je vais avoir un petit refund, parce que j'avais quand même pas mal de fonds. Il y a un token airdrop qui est celui dont je viens de parler, qui est en fait Luna 2, et il y a également des actions légales qui vont potentiellement se mettre en place, mais ça me regarde moyennement. Par contre, il a fait un petit calcul, Fatman, c'est que par rapport à ce Luna, enfin ce Terra Luna 2, à savoir comment est-ce que ça va s'appeler, on ne sait pas, mais l'ancien Luna va s'appeler Luna classique. Alors voilà, petite référence à Ethereum classique. Mais il a fait un petit calcul, c'est-à-dire que si cette nouvelle chaîne a une valuation de 1,5 milliard de dollars, et ben en fait si vous aviez 50K sur encore, si vous avez 50 000 $, et ben vous allez recevoir plus ou moins 1000 $ de Luna. Ce qui fait vraiment que dalle. Donc c'est pas génial, mais bon, s'il y a des fonds, moi je les prends d'autant plus que ça peut prendre un certain temps. Les fonds vont être vested, vont être lockés pendant un certain temps, et qui sait, peut-être qu'au bout d'un certain temps, bah, ça prendra une valuation qui sera plus ou moins grande, et on espère que du coup la valuation des jetons qu'on va recevoir sera également plus grande. Un truc aussi qui est très intéressant, c'est qu'il pourrait y avoir des répercussions en fait contre Binance, parce que Binance US, alors on parle de Binance US, on ne parle pas de Binance International, Binance US est beaucoup plus strict d'un point de vue régulation. Sur la page de Binance, pendant un mois, il y avait écrit voilà, UST fait partie d'une collection de stablecoin qui est natif de Terra et qui est pegged, donc qui est ajusté à la valeur du dollar sur une base de 1.1. Et ils ont laissé ça pendant plus d'un mois, donc peut-être qu'il pourrait y avoir des conséquences d'un point de vue juridique pour Binance, où les utilisateurs aux États-Unis pourraient en fait avoir un remboursement. S'il y a un remboursement en fait aux États-Unis de la part de Binance, d'autant plus que pour rappel, Binance avait arrêté le trading de l'UST en dessous de 70 cents, de l'UST en dessous de 70 cents, ça pourrait être assez problématique pour eux. Donc il y aurait potentiellement des gros refunds à faire si il y a un truc qui se met en place aux États-Unis, parce que ça pourrait peut-être faire jurisprudence dans d'autres pays par la suite. D'autant plus que voilà, sur Binance Staking, il y a marqué quoi haut rendement, secure et earn, je sais pas comment est-ce que vous voulez traduire ça, bref, happy earn. Gagner de l'argent avec du bonheur. Bref, c'est tellement nul comme traduction. Et il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'au Brésil, en fait, il y a un échange de crypto-monnaies qui a refund tous les utilisateurs, enfin les holders de UST, un rate de 1 sur 1. Donc ça, c'est assez énorme, et ça pourrait également faire
peut-être jurisprudence. Enfin, en fait, dans ce cas-là, il n'y a pas de jurisprudence vu qu'il n'y a aucune action légale, mais ça pourrait peut-être indiquer un potentiel remboursement pour ceux qui sont sur Binance. Bref, moi dans mon cas, ça ne me regarde pas parce que j'ai pas tradé ça sur Binance, ce qui est un gros problème pour moi, mais bref. Fatman explique également, voilà, la loi de protection des consommateurs au Brésil est très très forte et du coup punit les business de manière beaucoup plus sévère, donc à voir. Mais est-ce que c'est plus sévère qu'aux États-Unis? Je ne sais pas. Bref. Et la dernière petite chose que j'ai gardée pour la fin, que je trouve assez intéressante, alors il a posté ça il y a quelques heures, hein. Il a vraiment juste posté ça il n'y a pas longtemps, où il dit, voilà, dans les 48 dernières heures, j'ai été contacté par un ensemble de lanceurs d'alerte, des gens qui veulent et qui resteront anonymes. Et je peux pas vous en dire plus, mais voilà ce que je peux déjà vous dire. Voilà, alors il fait un hâte à Stablecoin, donc Kedo Kwon, le founder de Terra Luna, où il dit: je sais tout à propos du bailout de Jump en mai 2021, donc à savoir que Jump c'est un fonds crypto, c'est eux qui ont totalement renfloué les caisses du Wormhole par rapport au hack qu'il y a eu, je sais plus que c'était quand le hack de Wormhole, je crois que c'était en février, où il y a eu en gros 320 millions de dollars, 120K Ether qui ont été hackés. Et donc Jump c'est vraiment un gros fonds, hein. C'est des gros acteurs dans l'univers crypto. Je sais exactement je sais exactement l'accord qu'il y a eu entre toi et Jump et combien de Luna en fait tous les mois tu dois donner à Jump. Jump, je sais exactement comment est-ce que vous avez manipulé les retails et vous les avez poussés en fait à perdre des milliards sur UST et plus spécialement sur Luna. Kanav c'est le CEO de Jump, il dit: je sais qui te contrôle derrière, behind the scene, donc derrière le rideau, et je sais à propos de ton groupe Slack qui a une fenêtre de rétention de 14 jours, je sais pas du tout ce que ça veut dire. SBF, donc le fondateur de FTX, qui est un des plus gros échanges au monde également, hein, on parle de... Je crois qu'en termes de taille, c'est Binance, Coinbase, Crypto.com et FTX. Donc c'est troisième ou quatrième plus gros échange crypto au monde. Et il dit: je sais votre accord avec Jump par rapport à ces 30% de sérum, et je sais ce que vous avez fait aux investisseurs par la suite. Et quand il dit investisseurs, il parle des investisseurs particuliers. Et ensuite il finit par: je peux pas en dire plus. Mais voilà, donc il a fait un gros name dropping avec SBF, avec Kanav et de Do Kwon, enfin Do Kwon, bon ça va sans dire. Donc je sais pas du tout ce que c'est, mais bon ça a été posté il y a 4 heures et je suis super impatient de savoir ce qui se passe derrière tout ça. Voilà, je vais m'arrêter là, et en espérant que vous ayez une bonne semaine, et peut-être que la semaine prochaine, je vous en parlerai plus de ce Netflix sur Terra Luna. Allez, c'était grave, tchuss.